Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacy. Ok, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je suis accompagné aujourd'hui de Jérémy Grandière, président de la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine. Donc là, ces temps-ci, on a beaucoup discuté de la situation catastrophique de la pêche en France, la pêche de loisirs. Et là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et donc là, je vais te laisser, Jérémy, un peu, je pense que tu as tout un message à nous donner, merci, à nous délivrer aux pêcheurs. Donc je vais te laisser la parole. C'est gentil, frère, merci. Et effectivement, donc Jérémy Grandière, je suis président de la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine. Je vais avoir 41 ans, je suis marié et je suis papa d'un petit garçon de 12 ans qui pêche aussi. Voilà, je vais même commencer, tu vois, par te faire une révélation, Fred, parce que je suis arrivé à la tête de la fédération il y a 6 ans maintenant, à la tête de la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine il y a 6 ans, parce que, alors peu de gens le savent, quelques-uns, mais trop peu de gens le savent. En fait, quand je suis arrivé, moi j'ai eu un petit souci de santé qui m'a donné beaucoup de temps pour être disponible pour la pêche, parce que il y a 7 ans de ça, j'ai eu quelques soucis d'eau qui m'ont amené jusqu'à une première hospitalisation, une première paralysie, différentes choses compliquées qui m'ont mis complètement à l'écart d'une vie sociale, d'une vie professionnelle, et donc j'ai eu mise en place d'une prothèse, greffe osseuse, et donc en fait je me suis retrouvé pendant plusieurs moments dans mon lit à réfléchir à ce que j'avais fait, et ce que je pourrais faire. Et donc naturellement la pêche a toujours eu une place très importante dans ma vie, donc je me suis dit je vais continuer, là j'ai le temps et je vais m'engager pour la pêche. Donc sans faire trop cliché, la pêche m'a vraiment sauvé, et aujourd'hui, vu que j'aime pas être redevable, la pêche est en danger, et j'ai décidé vraiment de tout faire pour la sauver. Donc c'est pour ça que je veux absolument trouver des solutions, et je veux être président de la Fédération nationale, donc il faut qu'on trouve les solutions tous ensemble pour y arriver. Donc là, je suis revenu, donc merci Jérémy pour cette présentation. Donc là, je pense honnêtement qu'on peut aborder ton message de fond vis-à-vis de la pêche de loisirs en France, ses problèmes actuels, ses menaces à venir, et aussi les élections qui se présentent chez nos représentants à la Fédération nationale de pêche en France. Donc je te laisse délivrer ton message. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que pour pouvoir être élu président de la Fédération nationale, il y a différentes structures à passer. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont bien laissé peut-être croire, ou bien imposer, pour pouvoir parfaitement bloquer tout un fonctionnement. Donc déjà, il y a une première étape qui va être l'élection au sein de la circonscription. Moi, je suis d'Ille-et-Vilaine, donc en Bretagne, donc il y a une première circonscription qui est Bretagne-Pays de Loire, donc Bretagne, mon département des Côtes-d'Armor, département du 56, département du Finistère, et Pays de Loire, donc on a la Vendée, Loire-Atlantique, la Sarthe, Maine-et-Loire, et la Mayenne. Je vous dis tout ça parce qu'en fait, effectivement, c'est ces présidents-là, de ces fédérations-là, si jamais vous soutenez ma candidature, que je vais développer, il faudra les convaincre, parce qu'aujourd'hui, en fait, déjà, ça passera par cette première étape. Et au fond, je me dis, vu l'engouement qu'il y a tout autour de ça, je pense qu'il y a des dizaines de milliers de pêcheurs qui sont derrière moi, et aujourd'hui, je suis convaincu déjà qu'on a créé l'alternative, qu'on a créé l'opposition, mais cette opposition doit être constructive. Donc on doit trouver des solutions tous ensemble pour sauver notre belle fédération. Donc il y a plein de façons de le faire. Déjà, il y aura les élections, et moi après j'ai plein de... C'est pas que des promesses, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'obligations pour pouvoir sauver la fédération nationale. Donc ça passera par une communication différente, ça passera par une position forte, parce qu'aujourd'hui on vit quand même quelque chose d'incroyable. On subit des attaques politiques et sociétales, donc il faut qu'on trouve des solutions pour que les pêcheurs reprennent leur place qu'ils méritent, qu'on explique aux gens l'importance d'avoir des pêcheurs au sein de leur territoire. Ok, alors donc là par contre, ce que j'ai bien compris, c'est qu'en fait dans l'élection, le chemin électoral il est beaucoup verrouillé en fait. Il y a beaucoup de portes en fait à passer pour arriver jusqu'au niveau suprême, au niveau ultime de la fédération nationale, quoi. Donc il y a cette phase un peu régionale déjà, et ensuite nationale. Donc quand on sait l'importance d'un conseil d'administration comme la FNPF, c'est énormément de membres. Là, on ne parle pas d'une petite asso à 5-6 bonhommes. Là, on parle vraiment d'un CA de 50 personnes. Donc, c'est autant de votants, en fait, que de personnes.
Donc on se rend bien compte qu'il y a un gros enjeu quand même et que c'est semé d'embûches, quoi. Hein. C'est un parcours semé d'embûches. Hein. Alors ce qu'il faut quand même, le plus important, c'est pas forcément le nombre de représentants à ce conseil d'administration, c'est le fait qu'on soit 1 500 000 pêcheurs adhérents. Donc 1 500 000 pêcheurs adhérents ont le droit déjà d'avoir une alternative différente et d'avoir au moins 2 candidats. Ça fait 20 ans qu'on a le même président, donc le président sortant là, qui veut peut-être établir un record, donc faire 25 ans. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas possible. Il faut qu'on ait une autre alternative. Donc effectivement, il y a cette première étape, mais je pense que c'est un peu plus profond que tout ça, parce que c'est complètement verrouillé, parce que même les différents présidents de Fédé, parce qu'il y en a eu qui m'appellent et qui me témoignent en fait leur soutien, parce qu'il y en a plusieurs, mais ils terminent toujours par la même phrase, ils me disent c'est dommage que ça soit complètement verrouillé et tu pourras pas y arriver. J'ai dit si, on peut y arriver, parce qu'à un moment donné, comment une fédération nationale, comment un président sortant peut se faire réélire quand il n'a pas le soutien de sa base? Il faut absolument qu'on trouve la solution, on va la trouver, il y a des moyens, et puis je pense qu'à un moment donné, on doit avoir plus de poids. 1 500 000 personnes doivent avoir un poids encore plus important qu'aujourd'hui, et je vais trouver des solutions avec votre soutien, je vais trouver des solutions pour qu'on puisse créer une alternative, une opposition constructive, pour qu'on puisse sauver notre fédération nationale. Donc c'est possible. Alors c'est vrai que moi c'est un truc, je le dis souvent sur les réseaux sociaux, par exemple, les pêcheurs on a souvent l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Hein. En France, on subit, rien que ce matin j'ai encore partagé une vidange d'un barrage qui a ruiné complètement une rivière. Donc finalement, on subit vraiment les décisions des autres intervenants parce que en fait, on n'a pas de poids, quoi. On n'a pas le poids qu'on devrait avoir. C'est très important ce que tu dis, parce qu'en fait, réellement, en fait, la réalité, c'est ça. C'est que moi, je vais te dire des choses toutes simples. C'est que comme une pollution dramatique comme on a pu avoir au sein du département d'Ille-et-Vilaine, la pollution Lactalis, qu'il ne fallait pas appeler Lactalis à la base, qu'il fallait appeler Société laitière de Rothier, donc le nom de la commune où il y avait cette entreprise, parce que il fallait pas entacher l'image. Donc, sauf que d'un coup d'un seul, bizarrement, quand on arrivait sur une partie juridique, c'est plus la société laitière que j'avais face à moi, c'était la puissance d'un groupe mondial Lactalis. Et c'est là que devrait arriver la fédération nationale. C'est là qu'elle doit défendre. Et à chaque fois, elle n'est pas présente. Donc en fait, on a plus de poids. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Au niveau de la pêche professionnelle, c'est comme ça. À tous les niveaux, en fait, on n'a pas cette instance nationale qui veut nous aider. Donc que ce soit sur les pollutions, mais que ce soit sur les grands défis de demain. Elle doit accompagner mieux ses pêcheurs, mieux porter ses fédérations départementales, parce que notre seule façon de combattre les problèmes de demain, c'est d'avoir une puissance nationale. Et ça, pour l'instant, on l'a pas. Et quand je parle de la pêche professionnelle, c'est ce que je vois aussi, c'est qu'à un moment donné, au sein de nos départements, mais partout en France, dans plusieurs coins de France, on a une profession qui est en train, légalement, et presque avec le sourire, sont en train de nous piller. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de l'argent public d'utiliser pour créer une richesse piscicole, et on a une profession qui, elle, de l'autre côté, vient se servir sans jamais contribuer à cette richesse. Ça, c'est plus possible. Et c'est ce que j'ai demandé plusieurs fois. Il faut une puissance de la fédération nationale qui vienne contrer cette profession. Ouais, alors en plus, comme tu sais, le monde du bénévolat dans la pêche est vraiment écœuré par ce système, puisque, je le disais il y a peu, en fait, on voit notre travail des APPMA, de tous les bénévoles, être complètement ruiné en toute légalité, et en plus avec les applaudissements de l'État, parce que l'État soutient avec des subventions aussi les pêcheurs professionnels. Et encore, nous, dans notre département, on est un peu touchés. Mais je le vois, par exemple, on voit souvent des reportages sur l'Adour, le saumon, tout ça. Là, c'est une catastrophe, quoi. L'esturgeon dans la Gironde, on essaie de rétablir une population d'esturgeons, puis finalement, la pêche professionnelle revient sur la table, quoi. Et là, vraiment, déjà, on voit que c'est vraiment une grosse menace, la pêche professionnelle. Alors, en plus, maintenant, ces dernières années, on voit se développer donc, ce qu'on appelle les anti-pêches, les animalistes, spécistes. Alors ça, c'est une autre forme d'attaque, on va dire, contre la pêche de loisirs. Mais c'est notre attaque, mais c'est souvent un ensemble complet. En fait, il y a un seul mot, c'est le lobbying. Aujourd'hui, le lobbying puissant de la pêche professionnelle fait que, on imagine l'exécutif, l'État, le président Macron aujourd'hui, qui va être interpellé à un moment donné et qui va avoir une puissance forte et qui va lui dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et nous, on a une absence complète, les pêcheurs, et ça revient aussi aux antispécistes. Regardez le nombre de programmes politiques qu'il y a eu cette année où ouvertement ils ont mis on va raisonner, revoir la pratique du loisir pêche, l'interdiction de la pêche au vif, mais ça c'est qu'un début, parce que pour être au cœur du sujet, je peux dire que c'est vraiment qu'un début. Et pour tout ça en fait, parce que imaginez, on va voir un groupuscule va voir un candidat et va lui dire voilà, nous par nos propositions, avec des images qui font peur, qui marquent la vie, la mort, machin, on peut vous apporter des voix.
Et le mec, il va réfléchir avec son équipe, il va dire, bah ouais, mais de toute façon, on va se mettre qui à dos? Les pêcheurs, ça existe, ils sont combien? Deux ou trois, ces cons-là? Voilà, Et ben non, on est 1 500 000, sauf que personne ne le sait. Donc tout ça, en fait, c'est lobbying, c'est associé, faut trouver les bonnes solutions, mais il faut une puissance forte, il faut un président engagé. Et tu vois, je te disais tout à l'heure, c'est quand je te faisais part un petit peu de mon état de santé qui m'avait amené jusqu'à avoir du temps, et que je veux rendre l'appareil à la pêche, je pense qu'il vaut mieux un jeune président engagé, un peu cassé, qu'un ancien président avec qui je partage pas les mêmes convictions, les mêmes émotions. Alors, en plus, là, je te coupe, mais là, vraiment, il y a un truc que j'ai relevé là, dans la profession de foi un peu de Roustan, M. Roustan, c'est qu'il parle à la fin d'élucubration. Pour lui, les animalistes, c'est un peu des illuminés de service, quoi. On a tous l'image de la manif où ils sont 5-6 avec des hameçons dans le nez, dans la bouche. Mais je pense qu'il n'a pas saisi du tout que ça, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est pas les illuminés, ils sont présents. Moi, je vois l'autre jour, j'en avais parlé, à Nantes, par exemple, il y a des gens dans des commissions pour le bien-être animal. Ils sont là dans les grandes métropoles, dans les grandes métropoles françaises, qui sont déjà aux manettes un petit peu à prendre des décisions. Et notre fédération nationale, je pense qu'elle n'a pas du tout saisi ce côté dangereux. Là. À force d'être absent, à force d'être invisible, à force d'être absent, ils se rendent même plus compte du danger. Et puis après, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais ça, j'aurai tout le temps de les développer. Peut-être qu'il y a un aspect politique aussi qu'il faudra bien expliquer. Mais à un moment donné, c'est pas le danger, il est réel. Et moi, je peux le dire parce qu'au sein de mon département, je sais que je ne suis pas le seul, parce que j'en ai parlé avec plein d'autres. Moi, je sais que comment il y a la capitale des Yvelines, capitale de la Bretagne, c'est Rennes. Et quand je rencontre des élus rennais et qui me parlent de problématiques pêche, qui ne me parlent pas de pêche, qui me parlent de problématiques pêche, c'est mort d'avance. Donc en fait, on sait qu'ils ont une envie, parce qu'aujourd'hui, ce mouvement antispéciste, attention, ils sont peut-être pas nombreux, ils sont infimes par rapport à nous. Nous, on est 1 500 000, et pourtant, eux, ils sont plus puissants que nous. Parce qu'en fait, ils sont mieux organisés. Parce que nous, en fait, à force de nous dire, on ne doit pas faire de politique, on ne doit pas être présent là-bas. En fait, cette politique pour vivre heureux, vivons cachés, ne fonctionnera plus jamais. Aujourd'hui, il nous faut être militants, il faut qu'on soit actif, il faut qu'on mène des actions, on ne doit plus rester, en fait, caché à se dire on va pas faire trop de bruit parce que peut-être que ce qu'on fait c'est mal. Non, ce qu'on fait c'est bien. Et aujourd'hui, grâce aux pêcheurs, on a des territoires qui se développent, on a une richesse piscicole importante, on mène une politique d'acquisition et de restauration de milieux. Nous sommes la seule association aujourd'hui avec les chasseurs qui mène ce genre d'action. Et notre argent, ton argent, quand tu prends ta carte de pêche, elle sert aussi à payer ça. Et c'est pour ça en fait qu'on doit retrouver une autre solution. Le système actuel n'est pas bon à plein de niveaux, donc ça on est sur la partie politique, sociétale, manque d'engagement, tout ce qui s'ensuit. Par contre, il faut absolument considérer le mouvement antispéciste. C'est pas des conneries. Moi, pour les avoir rencontrés, pour avoir parlé avec eux, pour avoir vu certains élus ressentir au fond de ce qu'ils ont, je peux vous dire que le danger, il est bien réel. Et ils ont la possibilité de nous faire plier. Et ça, aujourd'hui, je veux m'engager à 100%, ils nous feront jamais plier. 1 500 000 personnes seront toujours plus puissantes que quelques énergumènes, que quelques fous qui ont l'impression d'avoir la science infuse. Donc tout ça en fait doit être structuré, mais il y a aussi cette partie financière, quand je te parle de l'argent qui nous sert à faire l'acquisition, à faire la restauration. Et bien aussi, moi je vois au sein de mon département, la redevance aquatique, ce qu'on paye à l'État, c'est 120 000 € grosso modo par an des pêcheurs d'Ille-et-Vilaine. Imagine 20 000 adhérents, 20 000 adhérents, 120 000, 21 000 adhérents, 120 000 € versés à l'État par le biais de l'agence de l'eau. J'ai rencontré le président de l'agence de l'eau en Bretagne encore semaine dernière, je le rencontre semaine prochaine. On a évoqué tout ça, même avec différents grands élus. Il y a une possibilité. Aujourd'hui, on doit trouver la solution, on doit remettre en avant le travail des bénévoles. On est tous fatigués, tu as vu. Tu as vu ton APPMA, tu as vu la mienne. On a bien du mal à trouver le nombre suffisant pour créer un conseil d'administration. Je pense que tout le système actuel, aussi bien financier, a épuisé complètement nos APPMA et a fragilisé financièrement nos fédérations. Donc il faut qu'on reconsidère tout ça. On met en avant le temps qu'on passe, on met en avant la richesse humaine, les bénévoles et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on apporte pour identifier ça financièrement, et derrière on donne des solutions pour que on ait plus d'argent, les APPMA, plus d'argent les fédérations, et on doit retrouver notre place, et ça passera par une nouvelle vision et un nouvel travail, de nouveaux rapports avec l'exécutif. De toute façon, même dans la profession de foi de M. Roustan, là, on le voit, c'est souvent évoqué qu'ils se rendent compte tardivement qu'il y a une déconnexion totale entre la base et la tête, quoi, en fait, entre la fédération à Paris et les APPMA. On voit bien qu'il n'y a pas du tout les mêmes retombées. Là, on a vu qu'il y avait un grand déménagement qui avait été fait, super, il y a de nouveaux bureaux, tout ça. Et à côté de ça, en dessous, il y a des petites écoles de pêche
qui sont harcelés justement par les antispécistes animalistes. Je vois sur la région parisienne, c'est ce qui est arrivé. Il y a une école de pêche qui pêche dans un parc. Bon, on leur vole dans les plumes parce qu'ils apprennent des cruautés aux enfants. Moi, je pense vraiment que l'avenir, c'est les écoles de pêche, justement, pour former les futurs pêcheurs de demain. Et à côté de ça, justement, on fait passer les bénévoles pour des moins que rien qui apprennent à torturer des poissons, quoi. Je veux dire, on en est arrivé là, quoi. C'est ça, ouais. En fait, il y a une telle déconnexion entre les attentes des pêcheurs et ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, tu vois, tu dis même la fédération à Paris. Parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a un système d'entre-soi parisien où le fait d'avoir des œillères, de ne pas se rendre compte, c'est pas comme ça qu'on dirige une fédération nationale. C'est pas comme ça qu'on dirige une telle puissance. C'est pas en restant dans une petite bulle. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, promettre aux pêcheurs, c'est que tous les pêcheurs doivent être mis au cœur des grandes décisions. Il y a un réel problème, on doit le gérer. Et là, aujourd'hui, en fait, avec ce qu'on est en train de créer, on voit bien que l'alternative, l'opposition, c'est possible. Et c'est ce qui est demandé par des dizaines de milliers de pêcheurs. Moi, quand je vois ce qui se passe depuis 48 heures, quand je vois le nombre de messages de soutien, mon téléphone qui est dans la poche là, vibre toutes les 30 secondes, je me dis, il y a quelque chose à faire. Et en fait... Si jamais, au moins que ça serve d'électrochoc. On ne peut pas continuer à gérer tout seul dans sa tête. Et puis je pense qu'au bout de 20 ans, on mérite autre chose. Je pense qu'il y a des gens, et je ne suis pas le seul, il y a plein de gens extrêmement compétents qui sont doués sur la communication, qui sont doués sur le milieu, mais même quand je vois la compétition, je sais que ça te tient à cœur aussi. Moi, je sais qu'au sein de mon département, ça me tient à cœur. J'ai plein de copains qui font la compétition. On doit absolument trouver les solutions, d'utiliser aussi la compétition, mieux l'accompagner, mais aussi servir de la compétition. La compétition, c'est un support de communication extraordinaire. Le loisir pêche, c'est aussi un sport pour une bonne partie d'entre nous. On doit la mettre en avant. Moi, j'ai toujours vécu la compétition, les rapports FNPF, FFPS, avec des conflits. Alors qu'aujourd'hui, on doit être main dans la main. Et c'est une seule et même structure, tout ça. Et donc, mais tout ça, c'est bout à bout. Moi, ce que je veux, c'est trouver les solutions pour que les pêcheurs soient réconciliés avec leur FNPF. C'est ce que j'ai mené au sein de mon département. On doit réconcilier toutes les étapes parce que le vrai travail en réseau, c'est un ensemble. Et penser qu'à la FNPF, on a la science infuse, faut arrêter. On a dégoûté tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment une vision d'être sur ses acquis, quoi. Complètement. On est là-dessus, on est sur nos lauriers, César est sur ses lauriers. Et je pense que du coup on se dit, comme je l'avais écrit, ça va le faire. En fait, c'est pas si grave. Oui, voilà, c'est un peu ça le message moi, que j'ai compris. C'est que M. Roustan, il nous disait, on est dans la continuité, de toute façon, quoi qu'il se passe, ça va le faire, quoi. C'est un peu ça. Ça fait 20 ans que ça tient. Il n'a pas saisi vraiment la demande des pêcheurs. Alors, moi, je voudrais aussi aborder un petit sujet problématique, là, quand même, c'est le cormoran, parce que je vois encore hier, là, je partageais une publication d'un pisciculteur qui est... c'était le titre du journal, c'était le casse-croûte est servi pour les cormorans, quoi. C'était vraiment ça. Donc on sait qu'il y a des espèces de cormorans. Le cormoran est protégé en France. Donc par contre, il y a des autorisations de tir qui sont délivrées par les préfectures. Donc quand on fait une demande, on voit bien que c'est ridicule à chaque fois, parce que on peut demander 200 tirs et puis en fait on n'a que 10 tirs d'accordés, quoi. Et vraiment, les pêcheurs ont l'impression que ça bouge pas là-dessus, parce que moi j'ai vu pas mal de docs là-dessus sur le cormoran, des stérilisations dans les pays du Nord qui sont faites sur les œufs, tout ça et tout. Mais alors en France, on a vraiment l'impression qu'on s'est dit, c'est protégé, on n'y touche pas, point barre, quoi. Parce que c'est clivant, comme le silure. Le cormoran, c'est clivant parce que pour bien comprendre, moi j'ai vraiment voulu savoir pourquoi ils n'y allaient pas. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils disent mais si, on y va. Là, vous avez vu, comme par hasard, dernièrement, là, hop, ça y est, les élections arrivent, on y va. Alors la réponse est toujours on va faire une étude, on va faire des travaux avec le ministère, et puis depuis le temps que j'entends les travaux, quand ils vont tomber, il va falloir des années pour les lire. Donc en fait, non, il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir aux pêcheurs. Les cormorans, aujourd'hui, pour revenir sur mon département, parce que c'est celui que je connais aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir le tir de 30 cormorans. Alors 30 cormorans, c'est nul, c'est pas suffisant. Par contre, c'est vrai que sur un endroit identifié, un espace dédié, on sait que faire l'effarouchement, faire du tir, ça a pu quand même permettre de diluer un peu la population. Mais on l'a simplement dilué sur un coin important, on l'a dilué, donc en fait ils sont partis ailleurs. Et cette autorisation, je l'ai reçue moi-même en allant la chercher au ministère, en utilisant mes connaissances et mes rapprochements avec mon député, et c'est monté jusqu'au ministère. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir mes 30 cormorans. Aujourd'hui, ça doit être une politique nationale. Mais je pense que peut-être que ceux qui sont en place ont peut-être d'autres affinités
ceux qui suivent un peu comprendront parfaitement ce que je veux dire. Ils ont peut-être d'autres affinités avec d'autres partis politiques, avec d'autres choses. Et donc moi aujourd'hui, non. Il y a une problématique, il faut trouver une solution. Ou alors, on admet ouvertement, non, on ne touchera pas aux cormorans parce qu'on est des fervents défenseurs des oiseaux piscivores. C'est admis que les cormorans en fait sont de plus en plus nombreux parce que du coup il y a moins de poissons en mer peut-être. Bien sûr, le frigo est plein chez nous. Donc nous on est en Bretagne, donc du coup en fait on a les deux espèces principales. Oui. Alors moi tu m'arrêtes si je me trompe parce que je suis pas très au jour des fois au niveau chasse tout ça, mais donc le cormoran là, de mer, lui qui est protégé, c'est celui qui a le col blanc là. En fait, le grand cormoran noir là qu'on a nous surtout sur nos étangs et à l'intérieur des terres pour le reste de la France. En fait, du coup, dans le doute, on s'est dit ils vont peut-être se tromper de cormoran, tirer le mauvais. La seule solution de les reconnaître, c'est quand ils sont morts et qu'on les examine. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu compliqué. On ne peut pas les endormir pour pouvoir regarder. Mais je crois qu'en fait, il faut aller plus profond que ça. Je pense qu'il y a une population importante, surdensitaire de cormorans, qui ont un impact fort, identifié, parce qu'on peut voir aujourd'hui, nous, dans notre pratique de notre loisir, et on fait tellement bien les choses, qu'il y a de plus en plus de poissons dans certains endroits. Parce qu'on s'en occupe, on a des actions de restauration, mise en place des frayères, restauration de zones humides, et puis il y a un véritable engouement pour certaines espèces aussi qui font qu'on peut avoir parfois un peu plus de poissons dans les endroits identifiés. Et là, en fait, les cormorans, ils se trompent pas, ils vont pas ailleurs, ils vont uniquement là-bas. Donc je pense qu'en fait, il faut prendre des grandes décisions. En fait, on ne doit pas toujours avoir 100% en fait, des réponses quand on met ça. Il y a une problématique, il faut aller imposer au ministère, parce que c'est comme ça, une fédération nationale, on peut aller discuter et pouvoir imposer ce genre de choses. Parce que ça, c'est possible. Si on n'y va pas, c'est sûr qu'on va rien obtenir. Donc en fait, tout est clivant. En fait. Donc en fait, ils préfèrent tellement rester à l'écart de tout que de prendre une décision ils vont pouvoir se mettre à mal. Et aujourd'hui, être président national, c'est aussi parfois devoir se mettre à mal avec certains. On doit se positionner, la Fédération nationale doit trouver des solutions pour pouvoir se positionner. Il faut arrêter d'avoir peur et de refuser de prendre des décisions. Être président national, c'est prendre des risques. Eh bien écoute Jérémy, je te remercie d'être venu pour nous parler de tous ces problèmes. Le chemin va être long, je pense, et plein d'embûches. C'est ça. Donc je vais te laisser conclure cette vidéo. Merci à toi Fred, c'est pour ça aussi que je voulais venir, parce que je pense que ces moyens de communication-là sont importants. On doit toucher toutes les personnes, il y a tous les moyens qui doivent être mis en place, celui-ci en fait partie. Et moi je voudrais simplement vous dire qu'on ne peut pas être 1 500 000 sans avoir le choix de décider comment va être géré notre loisir. Donc moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous alliez voir, si jamais vous croyez en mon projet, si vous voulez quelque chose de nouveau, si vous voulez être entendu et qu'on voit les pêcheurs au sein d'un territoire, et qu'on soit identifié, qu'on soit apprécié, qu'on soit réclamé même parfois, allez voir vos présidents de fédération, allez défendre ma candidature. Sans vous, je ne pourrais pas y arriver. C'est effectivement verrouillé, mais il y a une solution, il y a toujours une solution. On ne peut pas être 1 500 000 sans avoir de solution. Donc allez voir vos fédérations, et je suis convaincu qu'on va y arriver. À très vite. Donc on se dit à bientôt, et je remercie encore Jérémy pour son passage sur ma chaîne. Allez, on se dit tchuss. Tchuss. Tchuss.